Roberta est très heureuse. Elle et son mari déménageaient dans l'un des quartiers les plus beaux et les plus prestigieux de la ville. Roberta avait toujours rêvé de magnifiques demeures, mais il n'était pas assez riche pour s'offrir un tel luxe. Cependant, la fortune leur sourit et l'entreprise de son mari commence à se développer rapidement. En quelques années, il réussit à accumuler un capital considérable. Pour leur prochain anniversaire de mariage, Louise décida d'offrir à son épouse bien-aimée un manoir de 2 étages avec un petit jardin, où poussaient des arbres fruitiers et où de luxueuses fleurs s'épanouissaient dans les parterres. Roberta est impressionnée par la beauté des intérieurs de la maison. Enchantée, elle a parcouru les pièces, passant la main sur les motifs des papiers peints, examinant les figures antiques et les peintures pittoresques, tout en notant dans un carnet ce qui devait être ajusté dans la maison. Roberta a été particulièrement séduite par la chambre à coucher décorée dans des tons de bleuet. Le grand lit double, recouvert d'un couvre-lit brodé de fils d'argent, la commode marron foncé, la grande armoire confortable et le miroir dans un joli cadre ont attiré son attention. De lourds rideaux permettaient d'obscurcir confortablement la pièce, et Roberta imaginait combien il serait agréable de s'y détendre et d'y dormir. D'autre part, le salon était décoré dans des tons jaunes, ce qui créait une atmosphère joyeuse et confortable. Cependant, en faisant le tour de la pièce, Roberta ne peut s'empêcher de froncer les sourcils, il manque quelque chose. Elle en conclut que les murs sont trop dépouillés. Elle note dans son carnet, « Je dois trouver des tableaux appropriés pour compléter l'intérieur ». Après avoir inspecté la maison, satisfaite d'elle-même, Roberta prend sa voiture et rentre chez elle pour préparer le dîner de son mari. Louise est rentrée tard, comme d'habitude, occupée par son travail. Il mange avec plaisir un risotto aux champignons et remercie sa femme. « Tu as visité la nouvelle maison aujourd'hui ? Il y a eu beaucoup de travail ? » « Les chambres et la cuisine sont en parfait état, » répond Roberta. « Tout me plaît. Honnêtement, je suis absolument ravi. Il y a quelque chose à remplacer, bien sûr, mais ce ne sont que des détails. J'ai noté beaucoup de choses dans mon carnet. Demain, j'irai faire les courses pour acheter tout ce qui manque. » Louise prend sa femme dans ses bras et l'embrasse sur la joue. « Tu es tellement organisée, » dit-il affectueusement. Roberta lui répond en souriant, « Je pense que nous pourrons emménager dans notre nouvelle maison la semaine prochaine, » annonce-t-elle solennellement. « Génial, » répond Louise. « J'ai vraiment hâte d'y être. » Le lendemain, Roberta est allée faire des courses. Elle achète des cintres, une table basse, un miroir pour la salle de bain, de nouveaux rideaux, puis se rend à la galerie d'art. La chance était de son côté, il y avait une promotion cette semaine. Roberta s'est promenée longtemps dans les grandes salles de la galerie, examinant les tableaux, mais rien ne l'attirait. Beaucoup de tableaux étaient dominés par des tons bleus tristes, et Roberta voulait vraiment conserver et accentuer le sentiment de joie et de chaleur qu'évoquait le salon de sa nouvelle maison. Roberta était sur le point de désespérer de trouver quelque chose de convenable quand soudain, dans un coin de la pièce, elle a remarqué une petite toile qui a immédiatement attiré son attention. Le tableau représente une jeune femme qui ne semble pas avoir plus de 18 ans. La jeune fille avait des cheveux bruns bouclés, un nez retroussé couvert de taches de rousseur et une frange indisciplinée. Assise dans l'herbe, elle portait une robe jaune vif et une couronne de pissenlit sur la tête. L'ensemble du tableau était littéralement saturé de l'atmosphère d'un midi ensoleillé, et l'amour que l'artiste ressentait pour cette fille était palpable dans chaque coup de pinceau. Roberta n'a pas pu résister. Elle a eu froid dans le dos en se penchant et en tenant le tableau dans ses mains. Il s'intégrait parfaitement dans le salon et semblait avoir été conçu spécialement pour sa nouvelle maison avec Louise. En cherchant une signature, elle remarqua les initiales dans le coin de la toile, mais elle ne lui disait rien. En regardant le prix, elle se rendit compte que le tableau n'avait pas coûté grand-chose. « C'est étrange », pensa Roberta. Elle connaissait bien la peinture, ayant étudié l'histoire de l'art à l'université, et elle pouvait dire que l'auteur de la toile était un maître de son art, et non un amateur occasionnel. Le tableau respirait le talent naturel, une connaissance approfondie et des années d'expérience. Alors pourquoi était-elle si bon marché ? Il décide de poser la question à la galeriste, une femme fragile aux poignets délicats et aux yeux bleus presque translucides, dont la nature et l'esprit artistique sont immédiatement évidents. « Oh, ce tableau !» s'exclame le propriétaire. « Moi aussi, je l'ai regardé pendant longtemps. N'est-il pas merveilleux ? Seul un véritable maître du pinceau peut rendre la légèreté et l'insouciance d'une belle journée d'été comme celle-ci. Il y a vraiment un morceau de son âme dans ce tableau. Moi aussi, je suis impressionné, admet Roberta. Mais pourquoi son prix est-il si bas ? Je l'aurais payé beaucoup plus cher.
La galeriste acquiesce, vous avez raison, dit-elle. J'ai été très surprise moi aussi. Mais c'est le prix fixé par l'auteur du tableau lui-même. Elle haussa les épaules. Roberta acquiesce, toujours perplexe. Je l'accepte, dit-elle. La propriétaire demande, est-ce que vous donnez à l'artiste un pourcentage de la vente? La femme secoue la tête, ils m'ont envoyé ce tableau d'Europe. Malheureusement, je ne connais pas le nom de l'auteur et je n'ai pas ses coordonnées. Donc, même si je le voulais, je ne pourrais rien lui envoyer. Roberta prend l'argent nécessaire dans son portefeuille, le tend à la femme et refuse le colis. Elle remercie la propriétaire et quitte la galerie, le tableau soigneusement tenu dans les mains. Elle le met à l'arrière de sa voiture et se rend à son nouveau domicile. Là, elle a posé la toile sur le canapé du salon et l'a admirée pendant un moment. Tu deviendras une véritable décoration de cet endroit, murmura-t-il à la peinture. Elle s'occupa ensuite d'autre chose, mais avant de partir, elle regarda à nouveau la toile, ressentant la même joie qu'au premier coup d'œil. Roberta quitta la maison de bonne humeur. Une semaine plus tard, Louise et elle emménagent dans leur nouvelle maison. Avec le sourire, ils se promènent dans les pièces transformées et Louise embrasse doucement Roberta. Je te l'ai dit, tu es un génie. Tu t'es occupé de tout toi-même, se félicite Louise. C'est tellement confortable et agréable ici. J'ai envie de vivre ici. Ils rient ensemble et Roberta prend la main de son mari et l'emmène dans le salon. Il y a une chose que je n'ai pas réussi à faire, avoue-t-elle en faisant un signe de tête vers le tableau. Il faut l'accrocher au mur, mais je ne sais pas comment le clouer. Louise sourit, tu es une vraie femme et c'est pour ça que je t'aime, dit-il en allant chercher des outils dans le garde-manger. En un quart d'heure, le tableau était accroché au mur et Roberta était absolument ravie. Maintenant, allons au restaurant pour fêter cet événement, propose Louise, mais sa femme secoue la tête, non, passons la soirée dans notre nouvelle maison. Je vais préparer quelque chose de délicieux si tu veux bien attendre un peu. Louise accepte. Le dîner est un grand succès. Roberta cuisinait toujours à merveille. Louise s'essuie la bouche avec une serviette et s'adosse au fauteuil moelleux, ta cuisine est plus savoureuse que n'importe quel restaurant, complimente-t-il sa femme. Elle sourit avec reconnaissance. Soudain, Louise demanda, sais-tu qui sont nos voisins? La jeune fille secoue la tête, se lève de table et commence à ramasser les assiettes vides, qui sont-ils? Des célébrités, demande-t-elle. Louise secoue la tête et la jeune fille répond, non, c'est un couple de personnes âgées. Ils vivent seuls dans un immense manoir qui fait 2 fois la taille d'une autre. Ce sont des gens gentils et polis avec qui on peut parler, dit Roberta en mettant les assiettes dans l'évier et en retournant chercher les verres. Pourquoi ne pas les inviter à dîner? Suggère-t-elle. Pourquoi pas? Répond Louise en haussant les épaules. Je pense que c'est une bonne idée. Je passerai demain et je les inviterai à dîner samedi. Excellent, acquiesce Roberta. Je vais réfléchir au menu. Le samedi soir, alors que la maison embaumait de délicieux arômes, on sonna à la porte. Un couple de personnes âgées se tenait devant la porte. Lui, grand et grisonnant, encore séduisant. Elle, petite et frêle, avec une coupe de cheveux moderne. Roberta et Louise accueillent chaleureusement les invités en leur serrant la main. Nous sommes très heureux de vous rencontrer, dit aimablement la dame âgée. Elle avait une voix douce et grave, ce qui lui donnait une impression très agréable. Je m'appelle Alana et voici mon mari, Federico. Nous vous remercions de votre invitation. Louise présente sa femme. Le dîner est prêt, répond Roberta avec un sourire poli. Veuillez entrer dans le salon, poursuit-elle en montrant le chemin au couple âgé. Alana et Federico acquiescent et la suivent. Louise les suit de près. Roberta s'arrêta un instant, se demandant où placer les invités, lorsqu'elle réalisa la confusion sur les visages des personnes âgées desquelles franchir le seuil de la pièce jaune. Alana sursaute et se couvre la bouche avec la main. Federico pâlit. Louise faillit les heurter, mais s'arrêta à temps, ne comprenant pas ce qui venait de se passer. Roberta se retourna pour demander ce qui n'allait pas et vit alors que les vieillards fixaient le tableau de la jeune fille à la couronne de pissenlit. Quelque chose ne va pas? Demande Louise. Ce tableau, chuchota Alana à voix basse. Qu'est-ce qui ne va pas? Demande Roberta, surprise. Je connais cette fille, finit par dire la vieille dame. Nous la connaissons tous les deux, ajoute Federico. Leurs regards s'embrouillent, comme s'ils avaient mentalement voyagé très loin. Leandro, tu es prêt? Appela Alana depuis l'étage inférieur.
Elle avait déjà enfilé un mince gilet sur ses épaules et tapait impatiemment de l'index sur la rampe de l'escalier menant au 2e étage, où se trouvait la chambre de leur fils unique Leandro. « Oui, maman, je descends », répondit-il en s'empressant de mettre dans son sac à dos une pile de cahiers et une trousse à crayons. Un instant. « Dépêche-toi, il n'y a qu'une demi-heure jusqu'à l'école et il y aura probablement des embouteillages sur la route », lui rappelle Alana. Leandro a fréquenté une prestigieuse école de commerce. Ses parents voulaient qu'il suive les traces de son père, qui était un homme d'affaires prospère. Pour être honnête, Leandro ne pensait pas beaucoup à l'avenir. Il n'avait que 14 ans et sa vie se résumait à ses amis, au football, aux sorties en ville et au camping en montagne. Ce jour-là est tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Le garçon est rentré de l'école en bus, a pris une collation rapide et est allé taper dans un ballon dans le vieux stade situé à quelques pâtés de maison de sa maison. Il y retrouvait ses amis presque tous les jours. Cet endroit était différent de celui, luxueux, où Leandro vivait, et il n'a donc jamais dit à ses parents qu'il y allait. Le stade était abandonné, au cœur de la ville, entouré d'un labyrinthe de rues étroites où vivaient des familles très pauvres. Elles accrochaient leurs vêtements aux fenêtres et leurs enfants jouaient avec des pierres dans la poussière du trottoir. Leandro aimait avoir sa propre vie secrète, que ses parents ne connaissaient pas. Il se sentait ainsi plus mûr à ses propres yeux. Certains des amis avec lesquels il jouait au football venaient de son école, d'autres du quartier. Leandro ne s'est jamais montré arrogant envers eux. Pendant le match, tout le monde était sur un pied d'égalité. Dans le groupe des garçons issus de familles moins aisées, le garçon a appris et même adopté de nombreux jurons. Il pensait que c'était cool de parler ainsi, mais bien sûr, il filtrait soigneusement son vocabulaire devant ses parents. Leandro et ses amis tapaient paresseusement dans un ballon quand soudain ils entendirent des aboiements et des hurlements. Attirés par ces bruits, les garçons courent voir ce qui se passe. En tournant le coin de l'immeuble voisin, ils se sont retrouvés dans une petite ruelle où ils ont assisté à la scène suivante, plusieurs gros chiens de rue, grognant de manière menaçante, entouraient un petit chien blanc et roux. Non loin de là, une jeune fille tentait de chasser les chiens avec un bâton. Leandro la regarda rapidement, cheveux bruns bouclés, yeux bruns, vêtements clairement masculins et visiblement trop grands pour elle, probablement transmis par un frère aîné, décida Leandro, et détourna le regard. À ce moment-là, le garçon ne se doutait pas que cette rencontre allait changer toute sa vie. « Et, Sarah, qu'est-ce qui se passe ici ?» cria l'un des garçons les moins favorisés. « Ils ont attaqué Bob », répond la jeune fille, presque en larmes. « Attendez, n'intervenez pas. Nous allons les chasser nous-mêmes, dit le garçon. Il lui prit le bâton et s'avança sans crainte vers les chiens de rue. Il était évident qu'il n'avait pas l'habitude d'affronter directement les difficultés. Leandro fut involontairement impressionné par lui. Les chiens ont grogné, mais sentant le courage émanant du garçon, ils ont plié bagages et reculé. Les autres garçons les chassèrent à grand renfort de cris et d'applaudissements. Le garçon jette son bâton et se penche pour caresser le chiot au pelage blanc et orange derrière l'oreille. « Bob, tu n'as plus rien à craindre. » Puis il se redressa et sourit à Sarah. « Et tu ferais mieux de ne pas essayer de t'occuper de tout seul à nouveau. Appelez-nous immédiatement. Nous sommes toujours au stade. » Sarah acquiesça. « Qui est-elle » demanda Leandro, alors que la jeune fille et Bob s'en allaient. « Une voisine » répondit le garçon. « Je la connais depuis que nous sommes bébés. » Leandro acquiesça et oublia immédiatement la fille et son chien. Mais Sarah et Bob ont commencé à aller souvent au stade. La fille s'asseyait dans les tribunes à moitié détruites et regardait le match avec attention. Leandro, pour une raison inconnue, commença à attendre qu'elle apparaisse. Il regardait souvent dans la direction de Sarah et manquait des passes. « Et, arrête de voyager !» lui cria Théon. Leandro se mordit la lèvre et se promit mentalement de ne plus regarder dans la direction de la jeune fille. Le lendemain, comme si elle avait entendu ses paroles, elle ne vint pas. Leandro se sentit déçu et agacé. En rentrant chez lui, il s'assit à la table et commença à faire des dessins simples dans son carnet. Puis il réussit à dessiner un visage avec de grands yeux et y vit Sarah. Leandro arracha la page de son carnet, la déchira et s'allongea sur son lit. Le lendemain, il était de nouveau au stade, se demandant si Sarah viendrait. Le temps était couvert. Les nuages sont bas au-dessus de la ville, ce qui indique que la pluie peut commencer à tout moment. C'est peut-être pour cette raison que le stade était étrangement vide. Leandro tapait tout seul dans le vieux ballon usé, celui que personne ne ramenait jamais à la maison. Soudain, il entendit un chien aboyer. Il s'est retourné et elle était là. Elle était venue.
Leandro ne sait pas pourquoi son visage se fend d'un sourire idiot, mais il retrouve rapidement son calme et commence à jouer au football avec détermination. Sarah, assise dans les tribunes, ne le quittait pas des yeux, jetant de temps à autre un coup d'œil à Bob, qui courait comme un fou sur le terrain. Finalement, Leandro n'a plus d'énergie et s'approche des tribunes pour prendre une bouteille d'eau dans son sac à dos. Involontairement, il regarde la jeune fille. Aujourd'hui, elle portait un jean sombre et ample et un grand t-shirt rouge et blanc à l'effigie d'un taureau. Leandro rencontra brièvement les grands yeux bruns de la jeune fille et détourna rapidement le regard. « As-tu peur de moi » l'entendit-il demander. « D'où te vient cette idée » protesta Leandro. « Je le sens, c'est tout, » dit la jeune fille. Leandro se força à la regarder. Elle le fixa intensément. « Tu fais partie des gosses de riches, n'est-ce pas » dit Sarah en plissant les yeux. Pour une raison quelconque, Leandro se sentit honteux, comme si le fait d'être riche était une mauvaise chose. « Pas tout à fait, » murmura-t-il. « Tu as une grande et belle maison » demanda-t-elle. Leandro acquiesça. « Et une voiture » poursuit la jeune fille. « Oui, mes parents en ont une, » dit Leandro. « Tu es donc riche » conclut Sarah. Leandro haussa les épaules. « Est-ce que ça a de l'importance » demanda-t-il. « Oui, c'est important. »« J'aimerais devenir riche, » dit la jeune fille. « Et puis je pourrais faire ce que je veux, » admit Sarah, et aider les autres. Leandro réfléchit. Il a toujours fait ce qu'il voulait. Il allait à l'école parce qu'il le fallait, il jouait au football parce que tous ses amis le faisaient. Sarah le fixa intensément de ses yeux sombres et profonds et Leandro se sentit étrange, comme s'il venait de se réveiller et qu'il ne se souvenait plus où il était. « À quoi penses-tu » demanda la jeune fille. Leandro haussa les épaules. Il ne savait pas comment exprimer ce qu'il ressentait. Une goutte de pluie tomba soudain sur son front. Le garçon regarda le ciel avec inquiétude. « On dirait qu'il va bientôt pleuvoir, ou même qu'il va pleuvoir fort, » dit Sarah, nonchalamment. La deuxième goutte atteint la main de Leandro. « Allons-y » dit sérieusement Leandro en rabattant sa capuche sur sa tête. « Tu viens » Sarah a sauté des tribunes en portant Bob. La pluie s'intensifie à chaque instant. Ils atteignirent la sortie du stade et il se mit à pleuvoir à torrents. Leandro cherche à s'abriter lorsque Sarah lui prend la main. « Par ici » s'exclama-t-elle brusquement. « Courons » Leandro suivit la jeune fille. Elle l'entraîna dans la ruelle sinueuse avec assurance, s'accroupissant sous la voûte d'un des vieux bâtiments pour reprendre son souffle. La pluie formait un mur qui les isolait du reste du monde. « Ce n'est pas un mauvais endroit » commente Leandro. « L'important, c'est qu'il soit sec » ajoute Sarah, et ils rient tous les deux. La jeune fille était très proche et Leandro sentit son souffle sur sa joue. Il voulut s'éloigner, craignant que Sarah n'entende les battements rapides de son cœur, mais il n'y avait pas de place. Il inspira profondément et sentit l'odeur de ses cheveux, un mélange de forêt, d'herbes sauvages et de fleurs de cerisier. Leandro ferma les yeux un instant et son imagination l'emmena très loin. Un vieil artiste pauvre vit ici, il entendit la voix de Sarah et ouvrit les yeux. Ici même, dans ce bâtiment, au sous-sol. C'est vrai ? Leandro est surpris. Il pensait que les artistes vivaient toujours dans de grands ateliers clairs, avec beaucoup de lumière et d'espace, où tous les murs étaient ornés de toiles pittoresques. Sarah acquiesça. « Voulez-vous lui rendre visite ? Je le connais depuis longtemps. Parfois, il me donne des bonbons et d'autres enfants aussi, mais il est souvent occupé, il peint toute la journée. » Waouh, c'est tout ce que Leandro a pu dire. En fait, presque personne n'achète ses peintures, ajoute Sarah avec de la tristesse dans la voix. La pluie s'est légèrement calmée, tambourinant dans les flaques d'eau qui ornent maintenant le trottoir usé. Allons-y, dit Sarah en reprenant la main de Leandro. Elle le conduisit le long du bâtiment jusqu'à une petite entrée. Après avoir monté quelques marches, les enfants descendirent au sous-sol et tombèrent sur une porte peinte en vert foncé. Sarah tourne la poignée et la porte s'ouvre. Elle n'est pas verrouillée. Elle ne se verrouille jamais, expliqua Sarah en entrant la première. Leandro suivit immédiatement. De fortes odeurs de peinture à l'huile et de solvant lui assaillirent le nez. Fermant les yeux, il toussa, voulant sortir au plus vite pour respirer l'air frais après la pluie. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, c'est un monde magique qui s'offrit à lui. La pièce spacieuse était remplie d'immenses toiles et de peintures représentant des contes de fées, des fées et des elfes, des nains et des dragons,
des princesses et des sirènes. Des monstres et des géants vivaient sur les toiles. L'impression que donnaient les tableaux était renforcée par le fait que la pièce du sous-sol était éclairée par une seule source de lumière, une lampe solitaire et un abat-jour sans dôme. Dans la pénombre de la pièce, tout semblait fantastique, comme si Sarah avait fait franchir à Leandro un portail invisible vers un univers parallèle. Il n'avait jamais rien ressenti de tel auparavant. Au centre de la pièce se trouvait un chevalet, derrière lequel était assis un vieil homme courbé. Il ne s'est pas retourné lorsqu'il a entendu les pas des enfants. Apparemment, l'artiste avait des problèmes d'audition ou était profondément plongé dans son processus créatif. « Monsieur Emiliano » dit Sarah en s'approchant et en lui touchant doucement l'épaule. L'artiste est surpris et se retourne enfin. « Ah, Sarah » répondit-il doucement. « Je suis heureux de vous accueillir dans mon humble demeure. »« Et voici votre jeune ami ?»« Oui, la jeune fille acquiesce. Il s'appelle Leandro. » Le vieil homme se leva et tendit une main ridée et tachée de peinture. La chemise et le pantalon de l'artiste étaient également couverts de taches colorées, comme s'il s'agissait d'une créature arc-en-ciel invisible. « Ne vous inquiétez pas, la peinture est déjà sèche. » Leandro fait un clin d'œil au vieil homme et lui serre la main avec assurance. Monsieur Emiliano le regarde attentivement. « Tu veux donc devenir artiste toi aussi ?» demanda-t-il soudain. C'était tellement inattendu que le garçon resta sans voix. « Non » répondit Sarah à la place de Leandro. « Il vient d'une famille riche, il sera probablement chef d'entreprise, non ?» Sur ces mots, Sarah regarda légèrement Leandro qui, pour une raison inconnue, rougit. « Eh bien, oui, mon père veut que je poursuive ses affaires » répondit Leandro. Monsieur Emiliano n'a pas quitté le garçon des yeux. « Mais j'ai tout de suite senti en toi la nature d'un artiste » dit-il pensivement, en plissant les yeux. Puis il s'est tourné vers Sarah. « Regarde ses longs doigts. » Sarah prend la main de Leandro. « En effet, monsieur Emiliano, ils sont si longs, acquiesce-t-elle. » Leandro sourit à l'idée qu'il ne savait que taper dans un ballon. Il cacha rapidement sa main dans sa poche, mais Sarah le remarqua. « Ne t'inquiète pas trop » rassure-t-elle le garçon. Monsieur Emiliano ne fait que plaisanter, il voit de l'art partout. Leandro acquiesce. « Vos peintures sont merveilleuses, dit-il. » Ils passèrent encore un peu de temps sur place avant de rentrer chez eux. Sarah devait préparer le dîner pour toute la famille, sa mère ayant récemment donné naissance à un petit garçon. Alors que Leandro rentrait chez lui en empruntant les rues sinueuses, la pièce faiblement éclairée et les peintures magiques du vieil artiste restaient dans son esprit. Le garçon était fasciné. Lorsqu'il est rentré chez lui, ses parents n'étaient pas là. Leandro a trouvé un mot dans le réfrigérateur. « Je rends visite à un ami. Papa travaille et rentrera tard. Le dîner est dans le réfrigérateur. Je t'aime. » Les mots, soigneusement écrits de la main de sa mère, étaient révélateurs. Leandro n'a pas pris la peine de faire chauffer le dîner. Il prit quelques biscuits dans le panier posé sur la table et monta dans sa chambre. Il s'allongea sur son lit et réfléchit. Le vieil artiste avait peut-être raison. Leandro ressentit une forte envie de prendre un crayon. Il se leva, s'assit à la table et prit un cahier dans le tiroir. Se souvenant de ses gribouillis stupides, il sourit. Il traça quelques lignes hésitantes, puis sa main se stabilisa et, après quelques minutes, Sarah apparut sur la feuille, presque vivante. Leandro réfléchit un instant et lui dessine des ailes de fée dans le dos. « Demain, je montrerai le dessin à monsieur Emiliano » décida Leandro. Le lendemain, au lieu d'aller au terrain de football, le garçon se rendit à l'atelier de l'artiste. En chemin, il ne se sent pas sûr de lui, et si son dessin était stupide et sans talent. Mais il s'est immédiatement souvenu des paroles de monsieur Emiliano, qui lui ont donné de la force. Dans l'atelier, tout était comme la veille, la même atmosphère magique, la même lumière douce et l'odeur de la peinture. Le vieil artiste est à nouveau tellement absorbé par son travail qu'il n'entend plus rien autour de lui. Leandro s'approche et lui touche l'épaule. « Ah, c'est toi, mon garçon. »« Bonjour, monsieur Emiliano, » dit Leandro nerveusement. « Je voulais te montrer quelque chose. » Il sortit de sa poche le dessin plié de Sarah et le tendit au vieil homme. Monsieur Emiliano plissa les yeux et examina attentivement les lignes. Sa main, qui tenait le papier, tremblait légèrement. Leandro attendit patiemment, mais monsieur Emiliano resta longtemps silencieux. Lorsque le garçon pensa que quelque chose n'allait pas dans le dessin, le vieil homme prit la parole. « Des traits très précis et quelle ressemblance.
J'ai tout de suite reconnu la petite Sarah, dit-il. Leandro sourit, le compliment lui fait plaisir. Mais ce n'est pas le plus important, ajouta l'artiste. Dans ton dessin, il y a une âme, et aussi de l'amour. Sur ces mots, le vieil homme détourna son regard du dessin pour le plonger dans les yeux du garçon. Leandro a eu honte. Je ne sais pas comment cela s'est passé. Le vieil homme sourit d'un air malin. Merveilleux, dit-il. Si tu veux, reste et dessine avec moi. Leandro sursaute presque de surprise. C'est vrai? Vraiment? Précisa-t-il. Pourquoi pas? Répond le vieil Emiliano. Il y a des toiles propres, des peintures et des pinceaux. Prends-les et dessine ce que ton âme désire. Leandro acquiesce. Il ne savait pas ce que cela donnerait, mais il voulait vraiment essayer. À partir de ce jour, il a commencé à se rendre à l'atelier d'Emiliano presque tous les jours. Le garçon apportait de nouvelles toiles et des peintures qu'il achetait avec son argent de poche, car il se rendait compte que tout cela coûtait très cher et que le vieil homme ne pouvait pas se le permettre. Au fil du temps, Emiliano s'est pris d'affection pour Leandro. Il aimait partager ses connaissances et, de plus, le garçon était un excellent élève. Leandro savait écouter et, surtout, il apprenait vite. C'est un naturel, se dit le vieil homme. On ne peut pas l'enterrer dans le sol et l'oublier. Ce don est destiné à apporter des bienfaits et de la joie aux gens. Sarah se rendait souvent dans l'atelier d'Emiliano pour voir comment les choses évoluaient. Parfois, elle pose pour Leandro. Les deux jeunes gens deviennent amis, mais pour Leandro, Sarah est plus qu'une simple amie. Il la raccompagne souvent chez elle, et ce jour-là ne fait pas exception. En chemin, il parle de rêves et de projets. En approchant de la maison de Sarah, Leandro sentit son cœur battre plus vite. Il savait que c'était le moment qu'il attendait. Lorsqu'ils se sont arrêtés devant la maison, Leandro s'est tourné vers elle et l'a regardée dans les yeux, où il a vu une étincelle et une chaleur qui ont dissipé ses craintes. « On peut se voir demain ?» demanda-t-il, sentant sa voix trembler d'excitation. Sarah lui sourit. « Oui, nous nous retrouverons près du studio, comme aujourd'hui, » répondit-elle d'une voix douce et assurée. Leandro s'approcha d'elle comme attiré par un aimant, sentant sa chaleur et son souffle sur son visage. Il se pencha et l'embrassa doucement sur les lèvres. Ce premier baiser a été magique pour tous les deux. C'était un moment de transparence totale, où ils ont ouvert leur cœur l'un à l'autre. Ce baiser contenait tous les espoirs, les rêves et les sentiments qu'ils portaient en eux. Après le baiser, Sarah a timidement baissé la tête. « Quelque chose ne va pas ?» demanda Leandro, inquiet. « Tout va bien, » répondit doucement Sarah. « C'est juste que tu es riche, après tout. Tes parents ne t'auraient jamais permis de me fréquenter. » Leandro la serra dans ses bras et chuchota. « Ils devront l'accepter, » répondit-il avec détermination. Plusieurs années passèrent. Leandro et Sarah continuèrent à se rencontrer secrètement, et le jeune homme se rendait plusieurs fois par semaine dans l'atelier d'Emiliano pour peindre. Les examens de fin d'année approchaient, suivis de l'admission à l'école de commerce que le père de Leandro avait choisie pour lui. En fait, l'admission n'est qu'une formalité. Son père connaissait bien le directeur et tous les professeurs et avait déjà pris des dispositions pour que son fils y étudie. Cependant, Leandro a longtemps hésité à suivre les traces de son père. Il se sentait attiré par la voie de l'art et ne pouvait s'en défaire. La nuit, il rêvait de peintures inachevées et sortait souvent du lit pour dessiner rapidement ce qu'il avait vu en rêve. Il était complètement obsédé par la peinture, les formes, les couleurs, les textures et tout ce qui s'y rapportait. Sarah a toujours soutenu Leandro. Leur relation était parfaite, mais le fait que les parents de son petit ami ne soient toujours pas au courant de leur relation la dérangeait. « Il faut que tu leur dises tout », disait souvent Sarah. Leandro hochait la tête en guise de réponse, mais il n'arrivait pas à se décider à agir. Puis vint la période chaude des examens, que Leandro réussit avec brio. Ses parents sont ravis et lui proposent de fêter la fin des cours au restaurant. Leandro a accepté, mais a précisé qu'il ne serait pas seul. « As-tu une petite amie, mon fils ? Et depuis quand ?» s'exclame Alana, surprise. Leandro acquiesce. « Depuis longtemps. » Alana applaudit. « Pourquoi ne l'as-tu pas présentée plus tôt ? J'ai vraiment envie de la rencontrer. » Leandro est venu chercher Sarah à cette heure précise. En l'honneur de la fin des cours, son père lui avait offert une nouvelle voiture. Sarah l'attendait sous le porche de sa maison, vêtue d'une simple mais jolie robe rose,
et elle essayait de dompter ses cheveux indisciplinés pour en faire une belle coiffure. « Je n'ai pas mis de talons hauts, dit Sarah lorsque Leandro sort de la voiture. D'abord, je ne sais pas marcher avec et ensuite, je n'en ai pas. Leandro sourit. Tu es belle même sans talons, a-t-il dit sincèrement et il l'a embrassée. Puis il s'est retourné vers la voiture et a demandé nonchalamment. Au fait, que penses-tu de ma voiture? Elle fera l'affaire, dit Sarah d'un air malicieux, et ils se mirent à rire tous les deux. Ils arrivèrent au restaurant exactement à l'heure. Leandro était très nerveux et Sarah encore plus. Il sentait sa main trembler dans sa large paume. Il la serra plus fort, comme pour lui dire que tout irait bien. Mais les choses ne se passent pas bien. À la vue de la robe et des bijoux bon marché de Sarah, la mère de Leandro fronce les sourcils. Federico est lui aussi resté assez froid. Alana a demandé à Sarah ce qu'elle faisait et dans quelle université elle avait l'intention d'aller. Sarah secoue la tête, avouant que sa famille n'en a pas les moyens. Après ces mots, le froid à table est devenu presque palpable. Lorsque tout le monde a fini de dîner, Sarah a dit qu'elle avait un léger mal de tête et Leandro l'a raccompagnée chez elle. Ils restèrent silencieux pendant la majeure partie du trajet. Ils ont juste besoin de temps, dit Leandro avec espoir. Sarah acquiesça silencieusement, tout en sachant au fond d'elle-même que ce n'était qu'une illusion. Les parents riches et snobs de Leandro ne l'accepteraient jamais. Chez Leandro, sa mère le gronde. Comment peux-tu te lier à une pauvre fille? S'écrie-t-elle. Elle n'est pas de ton niveau. Federico reste silencieux, mais son attitude indique clairement qu'il est d'accord avec sa femme. Tu ne la connais tout simplement pas. S'exclame Leandro avec colère. Sarah est merveilleuse, douce, drôle et sincère. Tu es trop obsédé par l'argent et le statut pour voir sa véritable essence. Je me fiche de son statut social. Je l'aime. Sur ces mots, Leandro monta à l'étage et claqua la porte de sa chambre en poussant un profond soupir. Alana s'assit sur une chaise et se couvrit le visage de ses mains. Que avons-nous fait pour mériter cela? Murmura-t-elle doucement. Federico serra sa femme dans ses bras, lui caressant affectueusement les cheveux. Ne t'inquiète pas, ma chère, dit-il doucement. Bientôt, Leandro partira à l'université et il oubliera cette pauvre jeune femme. Rappelez-vous ce que je dis. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. La veille de son départ, Leandro a disparu. Alana et Federico étaient désespérés par l'inquiétude et la peur. Ils ont appelé la police et ont dit qu'ils soupçonnaient leur fils de s'être enfui avec une jeune femme appelée Sarah. La police a entamé des recherches, mais Leandro n'a jamais été retrouvé. Quelques jours plus tard, Alana et Federico ont trouvé sur la porte une simple enveloppe blanche contenant une lettre. « Chers parents, pardonnez-moi, écrit Leandro, mais je ne peux pas faire autrement. Je ne veux pas me séparer de Sarah, que j'aime beaucoup, et je ne veux pas aller à l'école de commerce. Ma vocation est ailleurs. Je serai artiste et j'espère vraiment devenir célèbre dans le monde entier. Au moment où vous trouverez cette lettre et lirez ces mots, Sarah et moi nous promènerons en automne à Paris. Encore une fois, je suis désolé. Ton fils. » Alana laisse tomber la lettre des mains et se met à pleurer. Federico la serra fort dans ses bras et ne la lâcha que lorsque sa femme se fut calmée. Depuis lors, ils n'ont jamais revu leur fils et n'ont jamais eu de nouvelles de lui. Ils ne savaient même pas s'il était encore en vie. Quelle triste histoire, dit Roberta en tendant un mouchoir à Alana. La vieille dame essuie ses larmes. Tu comprends maintenant que lorsque nous avons vu son tableau, il représentait Sarah, cette même pauvre jeune femme que nous avons vue une fois au restaurant. Mais il est impossible de l'oublier, elle a quelque chose d'authentique, dit Roberta. Alana acquiesce. Tu as raison, répondit-elle pensivement, le regard fixé sur la toile. Il se dégage de cette peinture un amour très fort. Roberta regarda à nouveau la jeune femme sur la toile. Je le sens bien, dit-elle. Alana, émue, prend la main de Roberta. Je suis sûr que l'artiste de ce tableau est mon fils. Roberta se souvient de la signature laissée par l'artiste dans le coin de la toile. Ce sont ses initiales. Federico, qui était resté silencieux jusqu'à ce moment, se pencha soudain en avant. Oui, c'est lui, s'exclame-t-il, les yeux brillants. Alana lance un regard implorant à Roberta. Dites-nous où vous avez acheté ce tableau. Nous pourrons peut-être retrouver notre fils. Dans une galerie du centre-ville, répondit Roberta. C'était très bon marché. Je voulais payer plus pour remercier l'artiste, mais la propriétaire a dit que le tableau lui avait été envoyé d'Europe.
Peut-être qu'il est encore là, dit Alana en joignant les mains pour prier. Federico se lève et commence à marcher, comme s'il réfléchissait à quelque chose. S'il vous plaît, donnez-nous l'adresse de cette galerie. Nous nous y rendrons demain et nous parlerons personnellement au propriétaire. Roberta a hoché la tête joyeusement. Bien sûr, sans problème. J'espère que vous parviendrez à la trouver. Alana et Federico étaient assis dans l'avion qui les emmenait vers la capitale française et dans le portefeuille du vieil homme se trouvait l'adresse de la galerie d'art parisienne d'où provenait le tableau de leur fils. Nous la retrouverons, c'est sûr. Je te le promets, assure Federico à sa femme, qui acquiesce avec confiance. L'espoir habite désormais leur cœur. Paris les accueille sous la pluie. Arrivés à l'hôtel en taxi, Federico et Alana ne perdent pas de temps et, bien que terriblement fatigués par le vol, se changent et se rendent immédiatement à l'adresse indiquée sur le papier. Le propriétaire de la galerie, un homme d'âge moyen, cheveux noirs, lunettes rondes et costume, les a accueillis chaleureusement. Nous avons fait un long chemin avec une question très délicate, avoue Federico. Nous cherchons notre fils. C'est un artiste. Il s'appelle Leandro, ajoute Alana. Ce nom vous dit-il quelque chose? Le galeriste fronce les sourcils. Il est clair qu'il ne sait pas comment procéder. Après une brève hésitation, l'homme affirma fermement que ce nom lui était inconnu. Federico observe attentivement l'homme, se rendant compte qu'il ment probablement, mais il ne peut rien faire. Le couple doit partir seul. Mais dans l'embrasure de la porte, Alana se retourne à nouveau et murmure. Si vous vous souvenez de lui, dites-lui que vos parents veulent vraiment le voir. Nous regrettons vraiment de ne pas l'avoir soutenu à l'époque. Federico hocha la tête avec inquiétude. Et s'il te plaît, dis à Leandro que nous descendons à l'hôtel Four Seasons. Le galeriste acquiesce brièvement, évitant de regarder le couple âgé dans les yeux. Ils quittèrent la galerie, dépités et tristes. Le lendemain, ils décident de se promener dans la ville. De retour à l'hôtel, ils aperçoivent Leandro. Alana et Federico restent sans voix. Le jeune homme se passe la main dans la barbe et semble beaucoup plus vieux que la dernière fois qu'ils l'ont vu. Son aspect hagard et ses vêtements en lambeaux les ont choqués. Les larmes montent aux yeux d'Alana, qui ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Leandro n'a pas été mis à la porte d'un hôtel aussi luxueux. « Mon fils » s'exclame-t-elle en courant vers lui. Il la regarde, un peu distant, mais Alana n'y prête pas attention et serre son fils dans ses bras. « Leandro, tu nous manques beaucoup. » Federico s'approcha et tapota l'épaule de son fils. Alana sentit Leandro se crisper, mais plus elle le tenait, plus il se détendait. « Embrasse maman » murmura-t-il enfin. « Tu m'as vraiment pardonné ?»« Bien sûr, mon fils » lui assura Alana. « C'est nous qui devrions nous excuser. Nous avons agi comme de vrais snobs. Maintenant, je me rends compte à quel point cette fille était importante pour toi. J'ai vu ton tableau, celui où elle porte une couronne de pissenlit. Leandro l'a finalement libérée de son étreinte. Oui, et c'est magnifique. Le tableau nous a aidés à vous retrouver. Pourquoi l'avez-vous vendu si peu cher? Leandro baisse la tête. J'ai beaucoup de choses à te dire. Alors allons au restaurant du coin, propose le père de Leandro, mais son fils secoue la tête. Tu n'as pas honte de mes vêtements? Tu n'as jamais supporté la pauvreté, dit-il à voix basse. Alana se sentit honteuse. Pardonne-nous, mon fils, dit-elle. Nous nous moquons de ce que tu portes. Ajouta Federico avec sincérité. Nous avons compris beaucoup de choses au fil des ans. Alana acquiesce. Ils sont allés au restaurant, se sont assis à une table et ont reçu des menus, mais aucun d'eux n'y a touché. Nous ne nous étions pas vus depuis si longtemps que nous ne pensions même pas à la nourriture. Je suis devenu artiste, Leandro a commencé son histoire, une très bonne histoire, séparément. J'étais invité à divers événements, mes peintures figuraient dans des expositions et je gagnais raisonnablement de l'argent. Sarah et moi avions prévu un grand mariage, mais... Leandro se mit soudain à bégayer et à pâlir. Alana lui tient anxieusement la main. Que s'est-il passé? Sarah est tombée malade, répondit doucement Leandro. Tout l'argent que j'ai gagné a servi à la soigner. Alana ne pouvait détacher ses yeux inquiets de son fils et lui demanda. Ça n'a pas aidé? Sarah continue de dépérir de jour en jour. Elle doit être opérée et nous avons besoin d'argent, de beaucoup d'argent. J'ai donc vendu tout ce que nous avions et j'ai commencé à vendre mes peintures pour presque rien. Leandro a baissé la tête et s'est mis à pleurer.
Je l'aime tellement, mais je ne peux pas l'aider. Nous n'avons pas assez d'argent. Blême, Federico pose sa main froide sur celle de sa femme et de son fils. De combien avez-vous besoin? Je couvrirai tout, dit-il fermement. Leandro lève la tête, incapable de croire ce qu'il entend. Est-ce vrai? Demande-t-il doucement. Bien sûr, Federico acquiesce. Nous sommes une famille, après tout. Sarah ira mieux, dit Alana. Et nous danserons tous à ton mariage. Ensuite, nous nous occuperons des petits-enfants et tu peindras un portrait de Federico et moi. Leandro lui sourit avec reconnaissance. Roberta a écouté le récit décousu d'Alana avec surprise et joie. Je suis si heureuse que tu aies retrouvé ton fils, dit-elle au téléphone. Mais maintenant, il faut que tu te reposes. Vous avez traversé beaucoup d'épreuves. Le sommeil est la meilleure solution pour l'instant. Après avoir dit au revoir à Alana, Roberta a regardé pensivement par la fenêtre pendant quelques instants. Louise est entrée avec des sacs en papier remplis de courses. En embrassant sa femme, il s'aperçut qu'elle était d'une humeur étrange. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il en posant les sacs sur la table. Alana a appelé, répondit Roberta. Elle s'approcha de son mari et commença à l'aider à déballer les courses. « Et comment vont les choses? Ont-ils retrouvé leur fils ?» demanda Louise en ouvrant un sachet de biscuits épicés. « Imaginez, oui, se réjouit la jeune fille. Tout est bien qui finit bien. » Commenta Louise avec philosophie, en embrassant sa femme sur la joue et en allant dans le salon pour regarder la télévision. Roberta finit de déballer les courses et le rejoignit, prenant place sur le canapé à côté de son mari bien-aimé. Elle regarde la jeune fille du tableau. « J'espère que tu iras bientôt mieux, » souhaita Roberta en silence. Si vous avez aimé cette histoire, laissez votre opinion ici dans les commentaires et, bien sûr, laissez votre like et abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Un gros câlin et à plus tard.